Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce dimanche 1er décembre. Plus de 32 millions de décès dans le monde causés par un virus. 4 lettres, le sida. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée aujourd'hui. Le Sénégal essaie de se distinguer. Taux de prévalence nationale 0,5%. Et la transmission mère-enfant a nettement reculé puisqu'en 2018, 64% de femmes enceintes et séropositives ont été mises sous traitement ARV. Aujourd'hui, on se souvient également de ces braves hommes qui ont combattu pour la France à la guerre, les tirailleurs sénégalais. Il y a 75 ans survenait l'événement de Thiaroye, des combattants assassinés pour avoir réclamé leurs primes. Toujours au sommaire, la hausse du prix de l'électricité est officiellement entrée en vigueur ce 1er décembre malgré les nombreuses plaintes des consommateurs. Ces derniers craignent également un retour des délestages, mais non, il n'y en aura pas selon le directeur général de la Sénélec. Pape Demba Bitèye annonce même une possibilité de privatisation de la société. Il était l'invité du jury du dimanche. Le développement, c'est dans un instant. C'est une maladie taboue, le VIH-Sida, depuis son apparition dans les années 80. La maladie a tué plus de 15 millions de personnes en Afrique, selon l'OMS. La journée mondiale du sida est célébrée ce 1er décembre. D'après le CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida, le Sénégal est en train de faire de gros efforts dans ce sens. Quand on prend l'exemple de la transmission mère-enfant, des avancées sont à noter. En 2017, le nombre de femmes enceintes et séropositives était de 53%. Et en 2018, ce chiffre est passé à 64%. Et cette année, le CNLS a particulièrement mis l'accent sur les enfants, d'où le thème choisi. Les organisations communautaires font la différence. Une grande rencontre a réuni ce matin tous les acteurs. Nos équipes y étaient également, Alun Gueye et Augustin Mandan. Des personnes venues d'un peu partout de la capitale. Le témoignage poignant de cette dame, vivant avec le VIH depuis des années, a ému toute l'assistance. Des années durant, j'ai vécu cela comme une véritable mutilation, comme pour vous en donner une idée. Cela fait plus de 8 mois, 8 ans que j'ai publiquement révélé mon statut de séropositif, mais seulement ce matin que j'évoque pour la toute première fois en public ce traumatisme intime. Quelques mois après, mon mari décéda et me laissa la charge de nos 7 enfants. Ce fut difficile pour moi. Mes enfants et les mamans dont leurs enfants ont été positifs, nous nous soutenions moralement pour sauver ces petits anges. Au Sénégal, 7 sur 10 des enfants infectés ne sont pas dépistés. Un enfant sur 2 ne fêtera pas son anniversaire s'il n'est pas traité. Aujourd'hui, grâce à cette campagne du CNLS, prenons un enfant par la main. Je suis conscient que les 2000 enfants suivis au Sénégal pourront avoir le transport pour venir à l'hôpital, pourront prendre le petit déjeuner une fois au centre de santé, pourront repartir avec un kit alimentaire qui leur permettra de renforcer leurs besoins nutritionnels et pourront grandir normalement. Les autorités, conscientes des ravages de cette pandémie sur la petite enfance, comptent remédier à ce fléau. Mon département, de concert avec les autres membres du gouvernement et sous la coordination du ministre en charge de la Santé, s'engage encore à jouer sa pleine partition qui s'articule autour de la réduction de la vulnérabilité des femmes, de la rupture de la chaîne de transmission mère-enfant et la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Au Sénégal, des progrès notables ont été accomplis depuis le début de la déclaration de l'épidémie du sida. Selon le Conseil national de lutte contre le sida, la proportion de femmes enceintes dépistées a enregistré une nette amélioration en passant de 51%
à 76% entre 2017 et 2018. De plus, la mise sous ARV antirétroviraux des femmes enceintes séropositives pour réduire la transmission de la mère à l'enfant est passée de 53% à 64% entre 2017 et 2018. À Lungueuil, ce 1er décembre est également célébré le massacre de Thiaroye. Cela fait 75 ans que les tirailleurs sénégalais ont combattu pour la France. En 1994, ils ont été assassinés pour avoir réclamé leurs primes. Depuis lors, des Africains se battent au quotidien pour que justice soit rendue pour ces tirailleurs. Mais le combat reste très difficile d'après Maître Marie Bourré. C'est lui le porte-parole de l'Association des juristes africains. Il est joint par Alassane Samba Diop. C'est difficile parce que c'est une affaire qui concerne l'État français à l'époque où cet État occupait beaucoup de territoires de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Et c'est difficile aussi dans la mesure où il s'agit du Sénégal qui n'a pas envie, d'une manière générale, de faire en sorte que tout se passe bien en ce qui concerne des citoyens africains qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui pour la plupart viennent du Niger, du Gabon, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Oubangui-Chari, etc., etc. Donc c'est une affaire qui interpelle la dignité, l'honneur et le respect des Africains et plus particulièrement, et j'insiste sur ça, l'honneur, le respect et la dignité de soldats africains qui ont été mobilisés, qui sont partis faire la guerre pour la France et qui sont revenus, les uns par miracle, mais on peut y revenir par la suite, sont revenus et ont été démobilisés, ont réclamé ce qu'on leur devait et qui finalement ont été tués par ceux pour qui ils avaient apporté aide et assistance à l'époque. Et pour clore ce chapitre consacré aux célébrations, c'était également un 1er décembre 2008 quand l'APR a été créée. Aujourd'hui, l'Alliance pour la République fête ses 11 ans d'existence et depuis 2012, son leader Macky Sall est au pouvoir. Mais malgré cette ascension, l'APR souffre toujours d'une absence de structuration. Ibrahima Kamara revient sur la trajectoire du Parti pour la République. Fondée en 2008 par Macky Sall après son différend avec l'ancien président Abdoulaye Wade, l'APR s'est investi pour la conquête du pouvoir. Nouant des alliances, le parti de Macky Sall rafle des communes à l'intérieur du pays, au local de 2009. S'approchant à grands pas, la présidentielle a fait douter beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais qui ont tantôt gelé leurs activités politiques ou tout simplement rejoint l'APR. Macky Sall s'appuie sur la coalition Macky 2012 au premier tour de la présidentielle et obtient 26,19% derrière le candidat sortant Abdoulaye Wade qui arrive en tête avec 34% des voix. Macky Sall est investi par la coalition Benno Bokk Yakaar qui lui permet de remporter le second tour de la présidentielle. Aux législatives de la même année, l'APR est encore sous la coupole de la coalition Benno Bokk Yakaar. Malgré les soubresauts souvent notés au sein de son parti à cause des ambitions des uns et des autres, l'APR reste dans l'épicentre de la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu'aux élections locales de 2014. La coalition de Macky a eu du mal à s'imposer à Dakar où Khalifa Sall a été encore choisi par les Dakarois au détriment de l'ancienne première ministre Aminata Touré. De nombreux départs ont été notés au sein de l'APR durant le règne de Macky Sall, dont l'ancien ministre Thierno Alassane Sall, mais aussi d'autres proches de Abdoulaye Wade ont rejoint l'APR. En 2019, Macky Sall remporte la présidentielle avec plus de 58% des suffrages. Le troisième mandat revient souvent dans les débats. Ses proches qui en parlent sont sanctionnés. Le chiffre 3 devient alors un sujet tabou au sein de l'APR. Un successeur de Macky Sall pour 2024 et une réorganisation du parti sont au cœur de leurs préoccupations. Merci beaucoup Ibrahima Kamara. En plus bref, le ministre de l'Intérieur a défendu son programme 2020 devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Son budget a été arrêté à un peu plus de 126 milliards de francs CFA. Aly Ngouille Ndiaye a affirmé que son budget sera investi dans la sécurité des Sénégalais et de leurs biens.
Depuis l'annonce de la hausse de l'électricité de 6% et 10%, une mesure qui devrait d'ailleurs entrer en vigueur à partir de ce 1er décembre, les Sénégalais n'ont pas cessé de contester cette décision. Le directeur général de la Sénélec devant le jury du dimanche a tenu à rassurer les consommateurs. Pape Demba Bitèye déclare que des réformes sont envisagées pour la privatisation de la Sénélec. La synthèse de l'émission JDD avec Youssouf Konté. Ce 1er décembre 2019 entre en vigueur la décision de la Société nationale d'électricité du Sénégal. Désormais, certains consommateurs vont débourser plus pour avoir accès au courant. Et pourtant, en 2017, l'on annonçait une baisse du prix de l'électricité. 2 ans plus tard, c'est le contraire. Mais le DG de la Sénélec demande aux Sénégalais de ne pas confondre les contextes. Donc quand nous avons relevé le défi de la disponibilité de l'énergie, en 2015, il n'y a pas eu de compensation de l'État. En 2016, il n'y a pas eu de compensation de l'État. Et quand on regarde même le revenu de 2016, Sénélec a perçu un peu plus. Le président de la République a dit, après 2 années consécutives où on n'a pas versé de compensation, est-ce que ce qu'on a gagné, on ne peut pas le répercuter sur le consommateur? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a calculé 3 trimestres de suite où l'État, on a eu 33% de hausse, premier trimestre, deuxième trimestre hausse, troisième trimestre hausse, et ces 3-là cumulés font 89 milliards de francs CFA que l'État a accepté de prendre en charge. Au quatrième trimestre, on est arrivé à 12 milliards de francs CFA. L'État dit, je prends les 10 milliards. Et je répercute les 2 milliards au niveau du consommateur. À l'annonce de cette hausse, beaucoup de Sénégalais de la société civile et même de l'opposition sont montés au créneau pour la décrier. Beaucoup d'entre eux craignent d'ailleurs un retour de délestage. Mais le directeur général de la Sénélec rassure. Non. Et là, je suis catégorique. Non. Il n'y aura pas de délestage. Qu'est-ce qui amène les délestages? Délestage, c'est un déficit de production qui peut l'amener. C'est-à-dire, l'offre est inférieure à la demande. Aujourd'hui, Sénélec a 1300 MW de capacité installée. La demande que nous avons enregistrée tourne autour de 700 MW. Et qu'est-ce qui se passe? On a même suffisamment de marge pour faire l'entretien de nos installations. Cette augmentation du prix de l'électricité fait beaucoup de bruit actuellement au Sénégal. Certains Sénégalais pensent que la solution, c'est de privatiser la Sénélec. Le DG informe que des réformes sont envisagées, mais il reste prudent sur cette question. La réforme est envisagée. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que ce qui va baisser le prix du kilowattheure, le tarif appliqué à l'électricité, ce ne sera pas la réforme. Mais c'est l'arrivée du gaz. C'est l'arrivée du gaz. Une réforme de privatisation. Oui, c'est l'arrivée du gaz, Mamadou, qui nous permettra de baisser les tarifs. Mais sauf que le gaz et le pétrole s'est reporté jusqu'en 2023. Voilà. Ce n'est plus en 2022. Oui, mais c'est pour ça que nous disons à nos clients qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, qui ont fait les efforts nécessaires avec nous jusqu'à présent, de tenir encore cette période de transition. Il y en a qui estiment que la gestion de la société pose problème et que même l'actuel directeur général aurait réclamé des audits de la boîte. Devant le jury du dimanche, Pape Demba Bitèye botte en touche ces allégations. Il est catégorique, il n'a jamais été demandeur et n'a pas besoin de ces audits. Youssouf Konté, toujours à propos de consommation, l'intersyndicale des travailleurs de la SDE prévoit d'aller en grève à partir de demain lundi. La direction de la Sénégalaise des eaux assure que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les ouvrages et le réseau pour qu'il n'y ait pas de perturbations dans la distribution de l'eau. Leurs terres sont en train d'être bradées. Les maraîchers de la zone des Niayes et de la Padoue crient au scandale et interpellent les services de l'État en charge de ces questions. Mamadou Lamine Fati que nous retrouvons sur place.
Les maraîchers de la Patte d'Oie sont très remontés contre ONAS, qui selon eux expollue leurs champs pour en faire des logements. C'est tout simplement, on a vu dans les réseaux sociaux et sur une vidéo, donc il y a le délégué du personnel de l'ONAS qui s'est prononcé donc, et qui s'entête à vouloir mettre en œuvre leur projet donc de lotissement à usage d'habitation sur ce site-là. Et vous savez très bien que ce site-là fait partie des derniers poumons verts de Dakar. Et ce site a été protégé par un décret présidentiel. Ils ont fait fi de tout ça et ils persistent, ils insistent. Ils veulent coûte que coûte vraiment nous déguerpir et prendre ce site-là pour en faire des logements. C'est ce que nous déplorons. La zone de Niayes, une zone très protégée que les maraîchers veulent coûte que coûte défendre. Le président de la République en personne, lui, après sa réélection, le premier conseil des ministres, là, ils ont adopté le projet de décret portant création de la réserve naturelle urbaine de Pikine et dépendant. Pour logique, donc il a suivi donc, sa logique jusqu'à la création d'un décret présidentiel. Libas Ndiaye et ses amis en appellent au président de la République et souhaitent la protection de cette zone. C'est le dernier poumon vert de Dakar. Il y a la verdure, il y a vraiment, ils ne peuvent pas perturber l'équilibre biologique qu'il y a dans cette zone-là. Et puis c'est une zone de captage en même temps. Les eaux pluviales qui viennent de la Patte d'Oie et de toute la zone se déversent ici. Imaginez-vous qu'on fasse des remblais dans cette zone-là, mais toutes ces maisons-là vont être inondées. Donc pour cette cause-là, nous refusons. Les maraîchers de la Patte d'Oie alertent les autorités sur cette situation et demandent que la justice tranche cette affaire. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. Et puis l'heure du temps de ce dimanche a reçu l'économiste français Dominique Plion. Plusieurs sujets au menu, notamment le franc CFA et la monnaie unique africaine ECO. Sur ce point, justement, l'économiste recommande aux États africains de prendre tout le temps nécessaire afin de pouvoir asseoir une bonne politique économique commune. Oumar Khan, explication. Les pays africains doivent avoir leur souveraineté monétaire, mais attention à ne pas se casser la dent, parce qu'il y aurait bien des préalables. De s'assurer qu'il y a un minimum de convergence entre les pays dans un certain nombre de domaines, de critères. Alors, nous avions pour la zone euro des critères de convergence sur l'inflation, par exemple, sur les taux d'intérêt et sur les rythmes de productivité. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas uniquement se doter d'institutions monétaires communes, il faut aussi des politiques budgétaires, fiscales, industrielles communes. Ce que nous n'avons pas en Europe, et ce qu'il faudrait que nous ayons en Europe, et ce qu'il faudrait que vous mettiez en place ici comme préalable. Un développement industriel qui doit passer par le renforcement des petites et moyennes entreprises. Et là aussi, il faudra éviter le piège de la mondialisation. Il y a un piège à éviter. C'est une trop grande ouverture extérieure si on n'est pas encore prêt à affronter la concurrence internationale. Et donc moi je pense que si l'erreur que certains pays font, ici comme ailleurs, c'est de vouloir à tout prix devenir des exportateurs. Peut-être qu'il faut privilégier son marché intérieur, satisfaire d'abord les besoins locaux, et puis ensuite, une fois qu'on a une base domestique solide, ensuite se mettre à exporter. Et donc ça, c'est, je crois, une condition à aussi, peut-être, enfin, un élément à prendre en compte dans la politique économique, si vous voulez. L'autre élément à prendre en compte, la Banque centrale. L'institution doit aller vers une mutation pour faciliter l'accès au financement des PME. Je pense que les banques centrales doivent revenir à une politique plus ciblée, à des politiques plus ciblées pour aider au financement de l'économie. Et donc, il faut absolument qu'il y ait, comme on dit, une sélectivité des interventions de la Banque centrale. Quand elle refinance, par exemple, des banques et qu'elle leur apporte des liquidités, eh bien, le coût qu'elle fait payer aux banques doit être différent selon que les banques ont fait des crédits
à un secteur prioritaire ou pas. Parce qu'en général, quand la Banque centrale fait un refinancement, la banque doit apporter un collatéral, une garantie, et cette garantie représente le crédit qu'elle a fait. Donc si c'est un crédit à des PME, par exemple, eh bien, le taux de refinancement sera plus favorable. D'accord ? Et si c'est un crédit à un secteur qui est jugé moins prioritaire, ça sera par exemple le taux du marché. Dominique Pillion invite aussi les États africains et les institutions financières à se préparer à la digitalisation économique à travers le e-commerce qui pourrait amener beaucoup de commerces à fermer boutique. La page internationale signée ce soir, Mamadou Gaïkassé. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ses concitoyens à ne pas mordre la main de ceux qui leur viennent en aide, dont la France face aux expressions d'hostilité à la présence de forces étrangères dans le pays en proie à des violences. Dans un message diffusé samedi soir, il a aussi annoncé le lancement officiel le 14 décembre prochain d'un débat national pour dégager des solutions à la crise non seulement sécuritaire mais multiforme qui mine le pays. L'initiative s'est heurtée jusqu'ici à la non-participation d'acteurs importants comme la principale formation d'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Responsables et experts conviennent qu'il n'y aura pas d'issue au conflit dans le Sahel par la seule force des armes et sans action politique, alors que se propagent le djihadisme et les violences qui ont déjà fait des milliers de morts dans la région. Les corps des 13 soldats français morts lundi dans la collision de leurs 2 hélicoptères lors d'une opération de combat de nuit dans le sud du pays sont arrivés ce dimanche en France. Un hommage national leur sera rendu ce lundi aux Invalides à Paris. Les propos de Jair Bolsonaro adressés aux étudiants noirs brésiliens choquent et révoltent Cheikh Tidiane Gadio, le président de la République de la première puissance économique d'Amérique latine, parlant de la grogne estudiantine, avait déclaré que si les étudiants noirs brésiliens n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à rentrer en Afrique, terre de leurs ancêtres. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal d'avril 2000 à octobre 2009 invite les dirigeants africains à réagir. L'attaque sur le London Bridge a placé la sécurité au cœur de la campagne électorale britannique à quelques jours seulement des législatives anticipées, alors que la police a révélé que l'auteur des faits avait déjà été condamné pour terrorisme avant d'être libéré par anticipation. La police a déclaré qu'il avait été condamné en 2012 pour avoir participé à l'élaboration d'une opération visant à faire exploser la bourse de Londres. Il avait ensuite bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en décembre 2018 assortie de conditions. Jeremy Corbyn, chef de file du Parti travailliste, a critiqué la politique du gouvernement en matière pénale. Le Premier ministre, qui a qualifié l'attaque d'attentat terroriste, avait estimé un peu plus tôt dans la journée que les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ne devraient pas être autorisées à sortir avant la fin de leur peine. Le groupe État islamique a dit que l'attaque avait été perpétrée par l'un de ses combattants. Une déclaration diffusée via son organe de propagande, Amak. Merci beaucoup, Mamadou Gaïkassé, pour toutes ces actualités internationales. La nouvelle directrice du FMI, le Fonds monétaire international, est à Dakar. Kristalina Georgieva a été accueillie aujourd'hui par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et son collègue en charge du PSE, le plan Sénégal émergent, Cheikh Kanté. Le point avec Oumar Khan et Augustin Mandan. Ce sont les premiers pas de la toute nouvelle directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en terre sénégalaise. Une haie d'honneur, puis un bref passage au salon ministériel, où la directrice a échangé avec les ministres de l'économie et des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, et celui en charge du plan Sénégal émergent, Cheikh Kanté. Avant de prendre congé de ses hôtes, le sourire aux lèvres.
À noter qu'il s'agit du premier déplacement en Afrique de la nouvelle directrice du FMI. Elle va prendre part au forum de Dakar ce lundi dont le thème est développement durable et dette soutenable. Voici Kristalina Georgiava au micro de Oumar Khan. Je suis ravi d'être ici au Sénégal, je suis ravi d'être en Afrique. À ce stade très précoce de mon nouveau mandat ici en tant que directrice générale du Fonds monétaire international. Et ce que j'attends de cette rencontre surtout, c'est un engagement fort autour de thèmes qui sont essentiels, qui sont très importants pour le pays, à savoir le développement durable et la viabilité de la dette. Sustainable development. Sustainable debt. I'm very grateful to Je suis très reconnaissante au président Macky Sall de nous avoir accueillis si chaleureusement et je suis très reconnaissante également aux ministres qui m'ont appris dès mon arrivée le sens du mot Garanga. Right here at arrival. Demain, nous allons surtout nous concentrer sur des questions importantes, comme je l'ai dit, et surtout la question de savoir comment accélérer le progrès vers l'atteinte des objectifs du développement durable en se tournant, comme je l'ai dit, sur les grands thèmes que sont la stabilité financière et l'endettement à des fins utiles, à savoir la dette, oui, mais la dette pour assurer la croissance économique, la création d'emplois et d'une manière générale l'amélioration de la qualité de vie pour la population. Jobs and improvements in the lives of people. Et j'attends aussi avec beaucoup d'impatience de rencontrer les autorités sénégalaises, les chefs d'État réunis ici à l'occasion de cette conférence, les hauts représentants des pays participants à la conférence ici au Sénégal, mais je veux également rencontrer les femmes sénégalaises, la société civile, le secteur privé, surtout écouter auprès d'eux ce qu'ils ont à me dire. Je vous remercie. Thank you. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à toute l'équipe de la régie. À suivre à 22h, la toute nouvelle émission sportive que ITV vous propose désormais tous les dimanches. Omnisport, vous serez avec Malik Chandoum et toute l'équipe du Desk Sport. Et pour les infos, retrouvez à minuit Baba Ndiaye pour Jukip Ribari. J'ai été heureuse de vous avoir accompagné ce week-end. Bon début de semaine à tous.